Il existe un pays où les gros titres de guerre dissimulent quelque chose de plus ancien que les pyramides. Un endroit où les gratte-ciels sont bâtis d'argile, et pourtant ils ont survécu aux empires et à l'acier. Un endroit où le temps ne s'écoule pas en ligne droite, mais tourne en cercle, comme un chapelet égrené entre les doigts du vent. C'est le Yémen. Non pas celui des journaux télévisés, mais celui que personne n'a jamais osé raconter. Dans un village dont vous n'avez jamais entendu parler, des femmes chantent encore à la lune dans une langue que plus personne ne comprend vraiment. Sur un marché qui n'a pas changé depuis 8 siècles, le parfum des roses séchées et du savon au lait de chamel flotte dans des couloirs de lumière et d'ombre. Bienvenue au Yémen, un lieu à 1000 lieues de tout ce que vous aviez pu imaginer. On surnomme souvent Shibam le Manhattan du désert, mais pas à cause de tours de verre ou de charpentes d'acier. Ici, les gratte-ciels sont faits de terre. Construites il y a plus de 500 ans, les tours de briques crues de Shibam s'élèvent sur 8 étages, faisant de la ville l'un des tout premiers exemples d'urbanisme vertical au monde. La cité tout entière est ceinte d'épaisses murailles défensives, érigées pour repousser les inondations, les envahisseurs et les vents impitoyables du désert. Chaque bâtiment est fait d'argile, d'eau et de paille, puis séché au soleil. Les murs épais font office d'isolant naturel, rafraîchissant les intérieurs le jour et les réchauffant la nuit. Les fenêtres, volontairement étroites, filtrent le sable tout en régulant la température et la lumière. Cette architecture aussi ingénieuse qu'écologique a permis à la ville de traverser les siècles. Installée sur l'ancienne route de l'encens, Shibam fut jadis un carrefour commercial prospère, traversé par des caravanes chargées d'encens, de myrrhe et d'épices. Isolée au cœur du désert, elle a pourtant prospéré grâce à sa position stratégique. Aujourd'hui, Shibam se dresse comme un musée à ciel ouvert, témoignage vivant du génie de ses bâtisseurs. Ses ruelles étroites serpentent entre les rangées serrées de tours. Beaucoup de ces maisons se transmettent de génération en génération et sont entretenues selon des méthodes ancestrales. Par endroits, des poutres de bois relient les étages supérieurs d'un bâtiment à l'autre, permettant aux voisins de partager un repas ou d'échanger quelques mots sans jamais descendre dans la rue. Loin au-dessus des plateaux, la terre se courbe comme une prière, sèche et dorée. Là-haut, accrochés à la roche, des villages observent en silence le monde depuis des siècles. Al-Hadjarain s'agrippe à la falaise comme s'il en avait poussé, plutôt que d'y avoir été bâti. Ces maisons, empilées comme des manuscrits oubliés, font face à un soleil sans pitié. Ici, ni rivière ni verdure, seulement la pierre. Et pourtant, la vie continue. Plus loin dans le wadi surgit Aïd al-Jazil, telle une vision, un village suspendu dans les airs. Ces maisons de pierre reposent sur des corniches que le temps a sculptées, à plus de 30 mètres au-dessus de la vallée. Vus d'en bas, ils semblent irréels. Vus d'en haut, ils semblent inévitables. Des enfants jouent dans l'ombre de pitons rocheux qui s'échappent vers le ciel. Les deux villages parlent le même langage, celui de l'adaptation. Les murs épais conservent la fraîcheur. Les pièces sont étroites et sombres, non par pauvreté, mais par nécessité. Les toits plats servent à la fois de garde-manger et de couche pour la nuit. Pour les atteindre, il faut accepter de quitter le présent. La route se love le long des montagnes comme un texte sacré. Ici, aucun bruit. Seulement le murmure de la poussière, l'écho du vent qui caresse la pierre et les pas discrets d'un voyageur arrivé en retard à une conversation entamée il y a des siècles. En laissant derrière nous les villages accrochés à la roche et en grimpant plus haut encore dans les montagnes, nous atteignons le Djabal Sabir, un lieu qui semble habité d'une vie différente. Situé non loin de la ville de Taez, le Djabal Sabir est l'un des plus hauts sommets du Yémen, culminant à plus de 3000 mètres. Mais ce n'est pas son altitude qui le rend si particulier, c'est cette vie qui s'accroche à chacun de ses versants. Des terrasses agricoles, taillées dans la montagne il y a plus de 2000 ans, recouvrent les collines comme autant d'escaliers verdoyants. Ces terrasses sont encore cultivées aujourd'hui. On y fait pousser du café, de l'orge et d'autres récoltes. L'eau y circule par des aqueducs creusés à la main et se conserve dans des réservoirs de pierre. Malgré des précipitations limitées, les habitants pratiquent ici une agriculture à une altitude où bien peu oseraient s'aventurer. Le Djabal Sabir abrite aussi un animal rare et vénéré, le léopard d'Arabie. C'est l'un des grands félins les plus menacés au monde. Plus petit et plus léger que son cousin africain, il porte une robe jaune pâle, tachetée de sombre. On estime qu'il ne subsiste plus que quelques individus à l'état sauvage au Yémen. Mais malgré sa rareté, ce léopard occupe une place profonde dans la culture et la spiritualité locale.
Le folklore le décrit comme le gardien des montagnes, une présence invisible qui veille sur la terre et sur ceux qui y vivent. Le croisé est considéré comme un événement chargé de sens, presque mystique. Les anciens racontent encore l'histoire de ceux qui ont croisé le regard du léopard et qui, depuis, se sentent choisis, marqués par cet esprit. Les efforts de préservation restent limités, à cause du conflit qui secoue le pays. Mais le respect que les habitants portent à cet animal pourrait bien être l'un des derniers espoirs pour sa survie. Dans un pays si souvent marqué par les conflits, le Jabal Sabir demeure, silencieux, un monde à part, où se rejoignent l'histoire, la nature et l'esprit. Au sud-ouest du Jabal Sabir, on découvre Al-Hajara, un village qui semble avoir été taillé à dessein. Bâti à même une falaise abrupte dans les montagnes du Haraz, Al-Hajara tient à la fois de la forteresse et du sanctuaire. Ces bâtiments sont entièrement construits en pierre locale, disposés pour épouser la pente naturelle du relief. Ils s'élèvent en strates verticales, chaque niveau ayant sa propre fonction. Au rez-de-chaussée, on gardait traditionnellement le bétail, dont la chaleur réchauffait la maison. L'étage intermédiaire servait au stockage du grain, des outils et des provisions. Tout en haut, ouvert à la lumière et à l'air, on vivait et on se réunissait en famille. Cette organisation permettait de tirer le meilleur parti de l'espace et de profiter d'une isolation naturelle, été comme hiver. Les ruelles étroites d'Al-Hajara se faufilent à travers le village comme un labyrinthe. Des escaliers relient les maisons entre elles, et les toits servent à la fois de terrasse et de lieu de rencontre. Vu de loin, on croirait qu'Al-Hajara jaillit directement de la roche. Les maisons épousent si parfaitement la pierre qu'il devient difficile de distinguer ce qui relève de la main de l'homme de ce qui appartient à la nature. Les habitants du village restent profondément attachés à leurs traditions, à leurs demeures de pierre et aux montagnes qui les protègent. À l'est d'Al-Hajara se trouve Taez, l'une des villes les plus importantes et les plus peuplées du Yémen. Dominant la cité, la citadelle d'Al-Kahira, une forteresse massive perchée sur une colline rocheuse. Bâtie il y a plusieurs siècles, elle fut jadis le centre administratif et militaire du sud du Yémen. Ses murailles épaisses, ses tours de guet et ses portes en arche racontent une histoire de puissance et de résistance. Sa position est stratégique entre toutes. De sa hauteur, on embrasse du regard la ville tout entière, un avantage qui permettait autrefois aux dirigeants de se prémunir contre toute invasion. En son sein se trouvaient jadis des arsenaux, des entrepôts et des quartiers réservés à la garde et à ses commandants. Avec le temps, elle devint également un lieu de gouvernance et de cérémonie. Tae elle-même est une ville faite de strates. Ses rues serpentent à travers les collines, animées par les marchés, les mosquées et les écoles. Ses habitants sont réputés pour leur soif de savoir et leur engagement, et la ville fut longtemps un foyer de vie intellectuelle et politique au Yémen. Visiter Al-Kahira, c'est changer de point de vue. En arpentant la forteresse, on sent presque le poids de l'histoire sous ses pas, dans la pierre elle-même. Depuis son sommet, la vue s'étend, vertigineuse, sur un océan de toits déployés dans la vallée, encadré par les montagnes à l'horizon. Cette citadelle n'est pas une simple relique, elle fait partie intégrante de l'identité de la ville. Loin du tumulte de notre époque, dissimulée dans le silence du désert, se trouve Marib, jadis la capitale glorieuse de l'ancien royaume de Saba. Cette cité, vieille de près de 3000 ans, reste intimement liée à la légende de la reine de Saba. Selon les textes anciens et les traditions orales, c'est ici qu'elle régnait sur une civilisation prospère, réputée pour sa richesse, son sens de la diplomatie et sa dévotion aux dieux solaires. Le plus grand exploit de cette époque reste sans doute la grande digue de Marib. Construite au premier millénaire avant notre ère, cette structure imposante n'était pas seulement un ouvrage hydraulique, mais un symbole du génie humain face aux forces de la nature. Longue de près de 600 mètres et haute de plus de 15 mètres, elle détournait les pluies de mousson vers un réseau d'irrigation complexe qui nourrissait l'agriculture pour des milliers de personnes. Mais au fil du temps, la digue s'est détériorée jusqu'à finalement céder. Cette perte marqua le déclin du royaume, un tournant si important qu'il est même évoqué dans les textes islamiques comme un moment charnière de l'histoire arabique. Mais l'esprit du royaume de Saba survit encore dans les ruines de son temple, où des inscriptions gravées, brûlées par le soleil, rappellent celles qui autrefois soutenaient cette œuvre immense. En poursuivant vers l'ouest, nous atteignons l'un des rares coins verdoyants du Yémen, le Djabal Bura. Dans un pays connu pour l'aridité de ses paysages, le Djabal Bura se distingue par sa forêt dense, un massif montagneux qui abrite un écosystème unique, à la fois fragile et débordant de vie. Contrairement à d'autres régions,
Il y pleut ici un peu plus, ce qui crée un climat humide où prospèrent de grands arbres, des fougères et des rochers tapissés de mousse. Ce qui rend le Djabal Bura particulièrement remarquable, c'est la présence du babouin hamadryas, une espèce profondément enracinée dans l'identité écologique et culturelle de la région. On reconnaît facilement ces babouins à leur épaisse fourrure gris argentée et à leurs yeux vifs et intelligents. Les mâles, généralement plus grands, dominent des groupes soudés et hiérarchisés. Leur comportement social est d'une grande complexité, fait de signaux vocaux, de rituels de toilettage et de démonstrations de statut, que l'on compare souvent à celui des sociétés humaines. Pour les habitants de la région, ces primates sont bien plus que de simples animaux. On les surnomme les moines de la montagne. Selon les croyances locales, les babouins hamadryas sont les gardiens spirituels de la forêt, des messagers des dieux de la montagne. Leur faire du mal est considéré comme un mauvais présage. Certaines histoires racontent même que des récoltes entières ont péri après qu'un villageois eut manqué de respect à ces animaux. Il en résulte une coexistence pacifique entre les hommes et les babouins. Les villageois déposent en lisière de forêt des offrandes de fruits et d'herbes, en signe de respect. Les enfants apprennent dès le plus jeune âge à observer les babouins de loin, à respecter leur territoire et à les considérer comme les protecteurs de cette terre. Au cœur même du Yémen se trouve Sanaa, l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Son histoire s'étend sur plus de 2500 ans. La ville est une archive vivante de la culture arabe. Selon la légende, elle aurait été fondée par Sem, fils de Noé. Sanaa est célèbre pour ses bâtiments d'exception. De hautes maisons, ornées de motifs élaborés en gypse blanc, bordent ses ruelles étroites. Ces demeures, souvent hautes de plusieurs étages, sont conçues pour être à la fois fonctionnelles et magnifiques. Leurs murs épais protègent de la chaleur, tandis que les étages supérieurs disposent généralement de grandes fenêtres, laissant entrer l'air frais et la lumière. Vue de loin, la ville évoque une maison de pain d'épices, une image que les visiteurs aiment à reprendre. L'un des monuments les plus emblématiques de Sanaa est la mosquée Al-Saleh. Construite en 2008, elle propose une interprétation contemporaine de l'architecture traditionnelle yéménite. Elle se distingue par ses hauts minarets, ses coupoles élégantes et ses mosaïques minutieuses. Elle n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole culturel et architectural de fierté nationale. Malgré les épreuves liées au conflit et à l'urbanisation, la vieille ville de Sanaa a su préserver l'essentiel de son caractère historique. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle reste aujourd'hui menacée. Et pourtant, ses habitants continuent d'y vivre, d'y travailler et d'y trouver de la joie. Non loin de Sanaa, perché tout en haut d'un rocher escarpé, se dresse le palais de Dar al-Hadjar, bâti dans les années 1930 par l'imam Yahya comme résidence d'été. Ce palais compte parmi les merveilles architecturales les plus emblématiques du Yémen. Sa singularité ne tient pas seulement à sa verticalité impressionnante, mais à la manière dont il se fond dans le rocher qui le porte, comme s'il en avait jailli. Le palais s'élève en strates. Les pièces se superposent les unes aux autres, sur 5 niveaux. À sa base se trouve un puits souterrain profond de plus de 60 mètres, garantissant l'accès à l'eau, même durant les mois les plus arides. La conception tire parti d'une ventilation et d'un éclairage naturel, grâce à des fenêtres et des tours soigneusement disposées pour capter le vent. À l'intérieur, la décoration reste sobre mais raffinée. Portes en arche, motifs géométriques et claustras de bois sculptés reflètent l'esthétique traditionnelle yéménite. Chaque pièce répond à une fonction précise, de l'accueil des invités à la vie de famille, toutes agencées pour préserver à la fois l'intimité et l'ouverture. Dar al-Hadjar est bien plus qu'un simple palais. Il incarne un symbole de royauté sobre et un lien spirituel profond avec la terre. L'imam Yahya était connu pour la retenue de son gouvernement, et le palais en est le reflet, impressionnant vu de loin, mais chaleureux une fois franchi le seuil. Aujourd'hui, il fait office de musée, attirant aussi bien les visiteurs locaux qu'étrangers. Depuis les étages supérieurs, la vue s'ouvre sur des champs verdoyants, des montagnes lointaines et le rythme paisible de la vie rurale en contrebas. Pour beaucoup de Yéménites, Dar al-Hadjar demeure un rappel fier de leur héritage. Devant nous s'étend maintenant l'île singulière de Socotra,
un lieu si unique que les scientifiques la surnomment souvent les Galapagos de l'océan Indien. Au cœur de cette île se trouve le plateau de Dixam, un vaste haut plateau réputé pour ses paysages surréalistes et ses espèces rares. C'est là que l'on trouve l'habitat le plus célèbre de l'arbre dragon, une plante qui semble tout droit sortie d'un roman fantastique. L'arbre dragon possède un tronc épais et une couronne en forme d'ombrelle, mais sa caractéristique la plus frappante reste sa sève rouge, connue depuis des millénaires sous le nom de sang dragon. Cette résine a été utilisée pendant des siècles comme remède, comme colorant, comme encens, et même dans des rituels anciens. Les habitants croient qu'elle possède des vertus curatives, et elle demeure aujourd'hui encore une ressource précieuse pour la médecine traditionnelle. Ces arbres poussent lentement et peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Le plateau de Dixam est lui-même un lieu de contraste saisissant. Au-dessus des formations calcaires déchiquetées et des vallées creusées par des rivières anciennes s'étend un ciel infini. Des bergers y vivent, issus pour la plupart de communautés bédouines autochtones, qui y font paître leurs chèvres et leur bétail. Les croyances locales de Socotra décrivent souvent les arbres dragons comme des gardiens spirituels. Certaines légendes racontent qu'ils marquent les lieux où des dragons auraient jadis versé leur sang après des combats. D'autres croient que ces arbres communiquent avec les étoiles. Mythe ou réalité écologique, ces arbres font partie intégrante de l'identité de l'île. Les préserver, ce n'est pas seulement sauver une espèce, c'est protéger un paysage qui a toujours vécu à part du reste du monde. Sur l'île de Socotra, nous approchons de son site le plus spectaculaire, les montagnes du Hagir. Ces montagnes ne sont pas seulement une merveille géologique, elles sont aussi la source de vie des écosystèmes de l'île. Le massif du Hagir alimente en effet la majorité des sources d'eau douce et des rivières de Socotra. Pendant la saison des pluies, les nuages enveloppent les sommets, nourrissant les nappes phréatiques qui alimentent en eau les plantes, les animaux et les villages en contrebas. Des cascades, comme celle de Dirur, dévalent des parois recouvertes de mousse, créant des oasis verdoyantes au cœur de cette terre aride. Pour les habitants de Socotra, les montagnes du Hagir sont bien plus qu'un simple paysage. Elles sont sacrées. Beaucoup croient que des esprits habitent ces montagnes et veillent sur l'île. Des rituels et des prières leur sont souvent adressés, en particulier en période de sécheresse ou de maladie. Les anciens racontent l'existence de grottes où seraient dissimulées d'anciennes peintures rupestres et parlent d'esprits qui n'apparaîtraient que dans la brume. Ces montagnes façonnent aussi la culture insulaire. Nombre des plus anciennes localités de l'île se sont installées à leurs pieds, et le rythme du quotidien suit l'humeur des sommets. Quand le soleil se lève et projette ses ombres sur les crêtes, les habitants commencent leur journée. Puiser l'eau, s'occuper des bêtes, raconter des histoires transmises de génération en génération. Les montagnes du Hagir forment la colonne vertébrale de Socotra, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Elles conservent en elles le temps, la mémoire et ce lien silencieux entre les hommes et leur terre. Vient ensuite le canyon de Calissan, puis la plage d'Arer, là où l'eau rencontre le sable. Ce canyon, façonné au fil de millions d'années par l'érosion des eaux souterraines, se déploie à travers les collines calcaires en courbes douces et en falaises abruptes. Pendant la saison des pluies, l'eau y coule comme un ruisseau caché, creusant des chenaux profonds et des bassins naturels. Les parois du canyon sont parsemées de petites grottes et se parent de teintes beige, rouille et grise. La végétation s'accroche au bord et les oiseaux nichent dans les moindres fissures. Marcher dans ce canyon, c'est comme traverser un corridor secret suspendu entre la terre et le ciel. La lumière y pénètre en fins rayons et le bruit s'y trouve étouffé par les parois de pierre. Juste après Calissan s'étend la plage d'Arer, un lieu où une source d'eau douce se jette directement dans l'océan. Il en résulte une rare zone saumâtre où coexistent différentes espèces de poissons et de plantes. La plage elle-même est bordée de dunes d'un blanc éclatant et d'eau turquoise, ce qui en fait un lieu de détente et de pêche particulièrement prisé des habitants. Arer demeure l'un des derniers sites de ponte des tortues vertes marines de Socotra. De juin à septembre, ces tortues reviennent sur la même plage où elles sont nées pour y pondre à leur tour leurs œufs. Calissan et Arer n'abritent ni temple ni sanctuaire, et pourtant ils parlent la langue silencieuse de la nature. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont l'eau caresse la roche, et dans la façon dont les tortues retrouvent, sans jamais se tromper, le chemin de leur foyer. Notre voyage à travers le Yémen touche à sa fin, et nous voici arrivés dans l'un des lieux les plus paisibles et les plus joyeux qui soient, la plage de Chouab. Cette plage isolée, nichée sur le littoral de Socotra, est réputée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour le spectacle quotidien qui se joue dans ses eaux.
Chaque matin, quand le soleil se lève à l'horizon, des bancs de dauphins à long bec apparaissent près du rivage. Ils sautent, tournoient, s'ébattent dans les eaux peu profondes, offrant un ballet acrobatique qui a valu à ce lieu le surnom de danse des dauphins. Pour les habitants, ce n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un présage, un signe favorable. Beaucoup croient que cela annonce une journée heureuse, et les pêcheurs considèrent souvent l'apparition des dauphins comme la promesse d'une mer calme. La plage elle-même n'est que sable blanc et fin. L'eau y est si limpide qu'on distingue le fond marin, sans la moindre trace de construction. Les récifs coralliens tout proches abritent une multitude d'espèces marines, poissons perroquets, mérous et oursins. Contrairement à bien d'autres régions du Yémen, la plage de Chouab est restée relativement épargnée par le tourisme. Pas de grands complexes hôteliers ici, pas de foule, pas de bruit. Seulement le rythme des vagues et de temps à autre, les bonds des dauphins. Chouab n'a pas la dimension spectaculaire ou légendaire d'autres lieux du Yémen, mais elle n'en a pas besoin. Sa beauté réside dans sa simplicité et nous rappelle que la paix et l'émerveillement ne naissent pas toujours des mythes ou des monuments, mais parfois des gestes les plus ordinaires de la nature. Ce que vous venez de découvrir, c'est cette autre face du Yémen, celle dont le monde parle si rarement. Ici, chaque montagne, chaque ville, chaque souffle de vent garde en lui une histoire plus ancienne que la mémoire elle-même. Ce n'est pas simplement un voyage, c'est une occasion de toucher du doigt quelque chose de plus profond, cette beauté que l'on n'entrevoit d'ordinaire qu'à travers les journaux télévisés. On peut se demander ce qu'il adviendra de ces villages suspendus, de ces temples oubliés, de ces dauphins qui dansent encore à l'aube, le jour où le monde décidera enfin de les regarder vraiment. Peut-être qu'un lieu n'a pas besoin d'être en paix pour rester digne d'être aimé. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si le Yémen mérite d'être découvert, mais pourquoi il aura fallu si longtemps pour que quelqu'un ose le raconter ainsi. Car le Yémen n'appartient pas à une autre planète, lointaine et inaccessible. Il fait partie de notre monde, et il mérite, plus que jamais, d'être connu.